Donc, bonjour à tous. Merci encore d'être présents sur cette séquence du Dites-nous tout sur mon espace santé. On va juste sur la diapo d'après revenir un peu sur les bonnes pratiques. Donc, normalement, ne soyez pas surpris, vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pouvez toutefois continuer à nous poser des questions tout le long lors de cette séquence dans le fil de discussion. Et si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main et dans ce cas-là, nous ouvrirons vos micros pour justement vous permettre de poser directement vos questions. Alors, un petit rappel, si pour parmi vous, il y a des nouveaux donc, sur ce temps d'échange, donc c'est un rendez-vous mensuel donc, qui a un peu évolué, puisque au tout début, c'était une durée d'1 heure. On revenait justement sur les infos un peu clés sur mon espace santé, répondre à vos questions, mais aussi surtout faire du partage sur les usages qui sont déployés au sein des structures. C'est un temps où en fait on a l'occasion d'échanger, certes au niveau des professionnels du secteur, que ce soit du secteur sanitaire, médico-social, mais aussi la ville. Et puis parmi nous, nous avons aussi les acteurs régionaux, que ce soit ARS, GRAD et bien sûr le réseau de l'assurance maladie. Petit rappel de l'ordre du jour, que d'ailleurs on reviendra normalement sur la diapo d'après. Comme ça, on va sur tout de suite. Voilà. On revient sur les chiffres clés du déploiement de mon espace santé. On va évoquer avec vous, donc comme je le disais, on fait souvent des retours d'expérience. Là, ça sera un double retour d'expérience puisque nous avons côté ANS et avec bien sûr aussi la DNS mis en place des ateliers communautés avec des établissements du secteur sanitaire. Donc, un des participants va revenir sur ces ateliers et il aura aussi l'opportunité de nous faire un REX au sein de sa structure. Et puis, on aura la présentation sur le catalogue. On reviendra puisqu'il y a des évolutions. Et là, ça sera Pierre Dubreuil qui va intervenir. Une session questions-réponses qui est toujours dédiée. Et on reviendra sur les outils à votre disposition. Donc voilà. Et puis, ça, c'est le premier temps. Le deuxième temps est un temps qui est dédié plutôt pour le médico-social et ceux qui sont embarqués dans l'expérimentation, donc avec des questions un peu plus spécifiques. Et je crois que pour la première fois, nous avons un établissement pilote qui va justement revenir sur son retour d'expérience. Alors, quelques chiffres clés. Donc, pour revenir très rapidement, d'habitude, cette séquence est faite par nos amis de l'assurance maladie, mais malheureusement, ils n'ont pas pu se connecter. Donc, très rapidement, on revient, on voit que il y a toujours une dynamique qui est plutôt euh, dans le sens où on continue vers cette activation de mon espace santé. Donc, là, vous voyez plus 555 000 activations qui se sont faites. Désolée, je vois qu'il y a encore des gens qui se connectent. Donc voilà, donc vous voyez aussi la répartition entre les espaces qui ne sont pas encore ouverts, ceux qui sont activés et ceux qui sont opposés. Donc il y a encore beaucoup d'efforts en termes collectifs pour inciter à faire justement en sorte que les usagers s'approprient cet espace et fassent la première étape qui est d'activer. Donc voilà, donc ça c'est le premier focus. Sur la diapo suivante, on va revenir sur l'alimentation justement du dossier médical de mon espace santé. Ce qu'on peut déjà vous dire, c'est qu'on voit qu'il y a toujours une évolution. Là, vous avez la courbe sur l'évolution mensuelle de l'alimentation. Les trois documents qui viennent, en fait, le top 3. Le premier, c'est le certificat qui est déposé par le patient. Donc là, c'est la possibilité justement que les patients ont à déposer des documents. Le deuxième concerne le profil médical de mon espace santé. Et le troisième concerne la volonté et droit du patient. Donc, on voit que aussi les usagers s'approprient cet espace en mettant aussi des informations de leur côté. Sur la diapo suivante, là, ça va être un focus plutôt par typologie d'acteurs. Donc là, on voit que les premiers acteurs sont bien sûr les professionnels de santé.
on voit arriver en deuxième place, donc plutôt la ville, on voit arriver en deuxième place plutôt les établissements du secteur sanitaire et puis les laboratoires. Et forcément, cela a un impact aussi sur les documents qui sont alimentés dans mon espace santé. Donc le premier, et là, c'est la biologie qui vient avec les comptes rendus d'examen de biologie. Le deuxième concerne la prescription, donc les ordonnances. Voilà. Et puis, on a aussi un autre document qui vient en tête, qui sont les comptes rendus d'imagerie médicale. Et toujours la même dynamique qui se poursuit. Je crois que quelqu'un a... Alors, pourquoi il y a plus d'espace santé que d'habitants en France? Alors, je pense que là, la question, c'est plutôt une notion de assuré, et je pense que la réponse, ça sera plutôt nos amis de l'assurance maladie qui pourront justifier en fait les chiffres, puisque ce sont des chiffres qui nous sont communiqués par l'assurance maladie. Donc voilà, ce que je vous propose, donc ça c'est vraiment une séquence un peu chiffre. Vous voyez que la dynamique elle est toujours engagée, qu'il y avait beaucoup la ville, beaucoup le secteur sanitaire, les établissements sanitaires avec justement la vague du Ségur numérique qui est alimenté mon espace santé. On voit que la ville a pris aussi part au déploiement et d'ailleurs on le voit bien, ils arrivent en première position et avec justement les sujets des prescriptions et des ordonnances. Et avec le médico-social qui arrive, on espère en continuer dans cette belle dynamique. Ce que je vous propose, c'est de passer à la diapo suivante où on va rentrer dans le vif du sujet, puisque nous avons avec nous Jean-Pierre Gangier qui va nous faire 2 retours d'expérience. Et Jean-Pierre, je te laisse d'abord peut-être revenir sur un sujet qui était les ateliers de communauté d'établissements sanitaires. Comment ça s'est passé et comment tu l'as vécu? Bonjour à tous. Donc, ces ateliers avaient quand même pour objectif d'avoir des remontées terrain et que les outils proposés aux établissements de santé ne soient pas des outils hors sol, mais ce soit des outils vraiment en corrélation avec les problématiques de terrain que rencontrent les établissements. Notamment au niveau de l'espace numérique de santé, c'est de se dire comment on peut renforcer cette dynamique. Les enjeux sont relativement forts pour les établissements de santé parce que dans la certification, la nouvelle certification, dans les indicateurs du numérique, il est demandé aux établissements, dont on a eu la chance de passer là au début avril, il est demandé aux établissements de santé de prouver leur implication auprès des patients sur l'usage de l'espace numérique de santé et l'implication aussi des professionnels de santé pour l'alimentation de cet espace numérique de santé. Donc ces ateliers ont été très, très riches et construits sur un mode participatif avec des outils type Klaxoon, qui permet à chaque personne sur des thématiques précises de mettre ses idées. Et ensuite, on les a reclassés pour essayer d'avoir un panel représentatif de ce qui pourrait être mis. L'idée dans ces ateliers, c'est d'apporter des outils utilisables par les établissements de santé. Et ça, je trouve que c'est assez remarquable avec tout un tas de conseils et des propositions d'organisation. Donc, juste, c'était pour reprendre les premiers cycles, juste avant. Hein, donc, le premier cycle des ateliers, ça a été par rapport à la mise en place des usages. Et puis, ensuite, ça a été le parcours idéal intégrant mon espace santé. Et on a vu qu'en plus, suivant les établissements, les visions pouvaient être différentes. Et Alors, du coup, on parle du dernier parce que ça, c'était vraiment pour apprendre à se connaître. Donc, puisqu'on a travaillé ensemble sur ces ateliers, donc des premiers ateliers qui étaient séparés. Et en fait, suite aux différents ateliers, on s'est rendu compte que chaque communauté avait des sujets similaires. Et donc, on a fait un 3e cycle où on a mélangé justement les différentes communautés pour travailler et co-construire ensemble sur des outils.
Et notamment, tu vas en présenter un qui est la prochaine diapo. Donc voilà un peu ce qui est ressorti de cet atelier communautaire. Donc où là on retrouve plusieurs établissements de santé avec des problématiques différentes. Et on voit que les problématiques de la cancéro sont différentes de celles de la HAD, de la psy, des SSR, et moi je viens du monde de la dialyse. Donc, et l'idée, c'est de se dire comment tendre vers ce 100% numérique. Alors, le 100% numérique peut faire peur à tout à chacun, mais ça reste quelque part, comme je le dis, un peu inéluctable. C'est le sens de l'histoire et il faut retrouver comment comment trouver la bonne place pour les usagers et de se dire finalement comment les usagers, on va pouvoir les mettre à leur place et quels outils on va pouvoir mettre en place. Donc, la première chose, ça a été de définir la vision, aller vers 100% numérique, donc d'avoir une vision partagée, parce que tout le monde n'a pas forcément la même vision, et je pense qu'autour de la table, vous pouvez avoir des visions aussi différentes. Décliner la vision en objectifs dans les grandes étapes du parcours du patient, et puis proposer des exemples d'actions à mettre en place. Et là, on verra sur les diapos suivantes, et j'essaierai tout de suite après, de vous faire le retour d'expérience de notre établissement, c'est de voir comment on implique les patients, les professionnels de santé à ces usages. Voilà, s'il y a des gens qui veulent poser des questions, n'hésitez pas à couper, à les poser dans le chat, parce que c'est vrai que nous, on baigne tellement dedans qu'il y a certainement des questions pour lesquelles on ne se pose plus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je le redis parce que ça fait du bien de l'entendre. Alors, Oui. la première chose, c'est de repenser la stratégie en intégrant mon espace de santé. Et la stratégie, elle part déjà au niveau de la direction de l'établissement. Et comme je le disais tout à l'heure dans mes propos précédents, l'établissement, aujourd'hui, la direction, quand elle a vu arriver dans les indicateurs HAS cet espace de santé et l'obligation de l'établissement de prouver qu'on participe au déploiement de ces espaces et à l'usage de l'espace numérique de santé, on voit un petit peu les choses différemment. Alors, et ça, ce ne sont que des exemples de ce qui va être mis très prochainement sur le site. C'est un objectif impactant pour les patients, c'est informer les patients dès le début de leur prise en charge. Donc, on a vu que ça, c'est un objectif principal. On voit ça aussi, notamment dans les prises en charge type ambulatoire. Et puis, rationaliser les espaces numériques sur lesquels les documents sont alimentés. Donc ça, c'est l'objectif. Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme action? C'est lancer des actions de sensibilisation en mobilisant les représentants des usagers, donc les RU. Alors, ça peut paraître un peu, comment dirais-je, un peu utopique, mais je vous montrerai que chez nous, chez Calidial, on a pu mobiliser les représentants des usagers et qu'au final, ça a bien marché. Mettre par exemple en place aussi un flyer détaillant les différents espaces numériques de santé et les documents qu'on peut y retrouver. On, En tant qu'établissement, nous, on s'est dit qu'on se devait de faire promouvoir cet espace. Et ça a des impacts aussi organisationnels parce que plus les gens vont utiliser leur espace numérique de santé et plus on va avoir des relations fluides avec le patient. Et je pense notamment aux envois de comptes rendus, aux envois d'ordonnances, à l'ouverture de la messagerie sécurisée, donc à la possibilité de la part du patient à avoir un accès à une ressource médicale qu'il ne pourrait pas forcément avoir si son espace numérique de santé n'est pas ouvert et si derrière la relation avec l'établissement n'est pas ouverte. Peut-être, Nelsa, tu as des commentaires peut-être ou des compléments à apporter parce que étant dedans à 100%, des Oui, moments, j'ai pas forcément là.
Non, 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 tu as fait un focus. L'idée, c'est de vraiment, en fait, de cette séquence, dans un premier temps, c'était de faire un peu le teasing de l'outil à venir. L'idée, c'est, comme on l'a indiqué, comme tu l'as indiqué juste avant, c'est d'avoir des outils qui soient adaptés au terrain. Et souvent, un des sujets, c'est ben, comment j'arrive à embarquer ma direction. Donc, remettre mon espace santé en disant qu'il faut l'intégrer directement déjà au niveau de justement de sa stratégie d'établissement et comment et que ça va dans une logique d'aller vers le 100% numérique. Et là encore, il y a des choix à faire. Parfois, d'ailleurs, pour des raisons cyber, il faut encore rester sur des modes hybrides, donc avec du papier et du numérique. Mais en tout cas, ça se définit pas simplement au niveau d'un DSI, ou ici, avec toi, d'un DSIO, mais ça se définit bien dans une stratégie d'établissement en embarquant tous les membres du CODIR. Donc voilà. D'ailleurs, je vois que, alors, il y avait une petite main levée, mais je ne sais pas si Olivier, vas-y, alors Olivier, du coup, je vois ta main levée, je vais t'ouvrir le micro, comme ça, si tu veux réagir. Normalement, tu peux ouvrir ton micro. Parfait, merci Nelsa. Bonjour et merci déjà pour ce retour d'expérience. J'ai effectivement une question, ça concerne la mise en place de toutes ces actions et surtout le suivi. Est-ce que vous avez un copil au sein de votre établissement? Est-ce que justement, au niveau de l'organisation aussi de l'établissement, les chefferies de pôle, votre établissement, si j'ai bien compris, c'est un établissement sanitaire où il y a de la dialyse, c'est ça? Alors oui, nous on est un établissement uniquement de dialyse, donc on est un petit établissement, D'accord, puisque notre activité principale et unique, c'est la dialyse. Donc on est vraiment sur un petit établissement. On a une file active de 300 patients dialysés, plus les patients en maladie rénale chronique, et on a à peu près 120 salariés, 120 salariés. Donc ça donne un d'accord. petit peu la volumétrie. Donc on n'est Et- pas rentré dans, oui, on n'est pas rentré, pour répondre à la question, on n'est pas rentré dans quelque chose de complexe. On n'a pas de copie par rapport à l'espace numérique de santé. Le projet est vraiment porté à tous les niveaux et on a intégré l'espace numérique de santé dans les process déjà au niveau des secrétaires. Donc, d'accord. dans l'information du patient, dès la prise de rendez-vous, le patient est informé et chaque médecin a des flyers et explique au patient, notamment pour les patients MRC, que le compte-rendu sera poussé dans leur espace numérique de santé. Et on essaye à chaque fois d'utiliser ce canal pour leur pousser de l'information et de la documentation. Ok, mais du coup, j'imagine que dans votre structure, vous avez un responsable qualité et qu'il y a une implication forte du coup du service qualité pour Ouais. imprimer dans toutes les procédures. Alors ça oui. Alors nous, on a de la chance parce que le haut de cette diapositive est très importante. C'est que on a une patiente conseil à Calidial, donc qui est une patiente qui était une patiente Pilote? dialysée, qui a été dialysée, transplantée, et qui travaille au service de la qualité gestion des D'accord. risques. Donc, et c'est elle qui a vraiment vraiment porté et toutes les D'accord. actions que je vais décliner dessous, c'est elle qui les a portées. Et comme le disait Nelsa, c'est pas un sujet DSIO ou DSI. C'est vraiment un sujet qui part du terrain et a fortiori des patients. Ok. Bon, merci en tout cas pour vos Non, mais avec réponses. plaisir, hein. Avec plaisir, on est là pour ça. Et du Donc coup, voilà. justement, tu vas illustrer Ouais. concrètement comment ça a été mis en place chez toi. C'est ça. Donc, la première action qui a été de conduire une journée de sensibilisation dans les salles d'attente de consultation en dialyse. Donc, Stéphanie a préparé des affiches personnalisées, des flyers, des films. Donc, on a récupéré ceux qui ont été fournis par l'assurance maladie. Et il y a eu aussi des accompagnements par la patiente conseil et démonstration de l'application en temps réel. Donc vraiment, là, il y a eu un gros travail. Et les grandes verbatims qui ont découlé de cette action, c'est tous mes documents au même endroit, c'est pratique. Et aussi, une des peurs des usagers, c'est la peur du piratage et
d'être piratés, d'avoir un vol de leurs données personnelles. Et finalement, cet espace numérique de santé, ils le reconnaissent comme étant un espace sécurisé. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ça redonne du sens. Donc ensuite, qu'est-ce que cette première journée a fait? Ça a été de déclencher des affiches personnalisées et sur le soutien de mon espace santé, dans tous les centres de santé et dans les salles d'attente de dialyse pour retrouver un compte-rendu de consultation, par exemple. Et on explique aux patients sur ces affiches que tous leurs comptes rendus sont disponibles. Ça a été l'une des premières actions. Ensuite, il y a eu une action permanente de sensibilisation pour tous les nouveaux patients pris en charge. Et là, c'est essentiellement les médecins et les secrétaires qui travaillent sur le sujet. Information donnée aux patients donc, lors de la consultation, c'est ce que j'expliquais, par les secrétaires et par les médecins. Et ils leur remettent les flyers en réexpliquant encore une fois l'intérêt d'utiliser l'espace numérique de santé. Et puis, il y a aussi beaucoup nous, on est quand même sur des populations assez fragiles, soit des personnes âgées, soit des personnes qui peuvent être en rupture avec le numérique du fait de situations socio-professionnelles. Et donc, on a beaucoup aussi travaillé aussi au niveau des aidants et des familles quand ils sont présents au niveau des consultations. Et puis, on a essayé aussi de continuer avec des passerelles, d'aller vers. Et là, on a tout un programme d'essayer d'accompagner avec éventuellement presque des ateliers d'accompagnement. Et puis ensuite, il y a aussi l'accompagnement des professionnels de santé, parce que ça ne fait pas tout. Donc, action réflexe de la direction générale en consultation pour faire connaître les modalités d'ouverture du compte et les bénéfices. Information générale par un article à tous les salariés. Donc là, on a un hebdomadaire qui, pareil, donc on a resensibilisé les gens aussi avec la fiche de paye. Et puis, on va, dans les prochains temps, faire des sondages sur l'ouverture réalisée des espaces numériques de santé et les professionnels après appréciation et difficultés. Donc voilà un petit peu, c'est beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'investissement et beaucoup d'explications sur l'objectif et le sens. Moi, j'ai toujours pour habitude de dire que sans sens, il n'y a pas d'essence, et sans essence, on n'avance pas. Et donc, si les gens n'y trouvent pas leur sens, et si on n'arrive pas à leur faire découvrir leur sens, on va avoir du mal à les mobiliser. Il y a des questions sur ce sujet? Alors, pas de il y a quand questions, même... pas de réaction. Parfait. Donc là, il faut pas se voiler la face. Il y a quand même des freins à dépasser et puis il y a des choses à franchir. Donc au niveau des formations des secrétaires médicales, hein, sur l'usage pour verser les documents dans le dossier médical après les connexions techniques. Sur le discours à tenir et les bénéfices patients, hein. Donc on essaye aussi de bien resensibiliser les secrétaires à l'envoi par la MSS, l'usage de mon espace santé aux patients. Donc ça, c'est vraiment important. Réexpliquer aussi aux secrétaires qu'il y a des alimentations automatiques dans le DMP et donc, a fortiori, dans l'espace numérique de santé. Et donc, il faut bien qu'elles comprennent aussi les processus, parce qu'une secrétaire qui ne voit pas, parce que pour une secrétaire, l'envoi à l'espace numérique de santé du compte-rendu aux patients, c'est transparent pour elle, parce que c'est une action médicale, puisque le médecin a la possibilité de ne pas envoyer un compte-rendu à un patient. Par exemple, sur une annonce un peu délicate, d'une situation complexe, le médecin a la possibilité de décocher, donc d'envoyer dans le DMP, mais pas dans l'espace numérique de santé. Et donc, finalement, tous ces process, la secrétaire, elle les voit pas. Donc, il faut bien qu'elle le comprenne. Voilà. Et donc, c'est ce que je vous disais. Donc, dès que le courrier est signé, en un clic, il est envoyé par MSS et dans l'espace numérique du patient.
La formation des médecins, donc là aussi, il y a un travail. Alors nous, on a de la chance dans notre structure, c'est que notre directrice générale est aussi médecin et qu'elle fait aussi des consultations. Donc il y a 10 médecins qui ont été formés sur le changement d'usage avec des bons modes opératoires. Et puis des actions de soutien de mobilisation en continu. Voilà. Les gens peuvent dire aussi c'est des vermatimes de patients, c'est bien pour le stockage, mais ils ont du mal à l'utiliser. Et puis des temps dédiés, information générale donnée à la commission des usagers sur les actions de sensibilisation. Les professionnels ont proposé à s'appuyer sur mon espace santé pour recueillir et stocker les directives anticipées, ça aussi. C'est une action à venir qui a été menée depuis. Et puis, une mobilisation à venir au niveau des représentants des usagers. Ça aussi, travailler sur les directives anticipées, c'est pas forcément simple. Et pour nous, chez Calidial, on a expliqué aux patients, on a essayé d'expliquer aux patients que cet outil pouvait aussi être le garant du respect de leurs directives. Et alors, c'est pas simple, mais ça passe. On arrive à faire passer ces choses-là. Et donc, ensuite, j'ai des illustrations. Il y a des commentaires, des réflexions là-dessus? Non, N'hésitez pas. à part le fait que tout le monde félicite puisqu'ils lèvent tous les pouces. Je vois Bon, quelques pouces de parfait. levé, donc voilà. Donc voilà, c'est des illustrations en images, donc les affiches qui ont été faites, réalisées et affichées. Là, on voit Stéphanie Spataro qui est à gauche, qui est notre patiente conseil, qui s'est rendue dans les salles d'attente, qui a expliqué aux patients. Donc on voit les patients avec leur petit flyer. Et puis, on avait mis en place aussi des postes dédiés, lorsqu'on a fait des informations, des postes dédiés avec des ambassadeurs qui sont venus faire la promotion de l'espace numérique de santé. Voilà un peu les actions qu'on a mis en place. Merci. Alors attends, je crois qu'on a des petites questions, notamment une d'Aurélie. Quelle modalité d'organisation avez-vous utilisée pour former les médecins? Alors, il y a eu des passages d'informations au niveau de la CME. Hein, donc, comme je le disais, on a de la chance d'avoir un médecin directeur et néphrologue et qui participe encore, qui fait encore des consultations. Donc, elle a demandé au niveau du président de la CME et de la vice-présidente de la CME de mettre ce point à l'ordre du jour. Et puis ensuite, il y a eu des accompagnements personnalisés. Alors aujourd'hui, l'accompagnement au niveau des médecins, il n'est pas très comment dirais-je, il reste des acteurs dans le process, mais donc ils remettent le flyer, on leur a mis un tas de flyers au niveau de leur bureau, ils expliquent toujours, donc le message important, c'est de dire aux patients, au moment où il a fini sa consultation, vous allez recevoir dans votre espace numérique de santé votre compte rendu. Est-ce que vous l'utilisez? Et ensuite, il se retourne très souvent sur la secrétaire pour qu'elle apporte plus d'explications. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Oui, apparemment, il y a un petit Apparemment, oui. pouce de levé, donc oui. Vous pouvez donc encore poser des questions dans le fil de discussion ou lever la main, hein, comme l'a fait Olivier juste avant, pour poser directement votre question. Sinon, encore merci, Jean-Pierre pour ce témoignage, à la fois pour les ateliers et à la fois pour comment ça se déroule concrètement en établissement. Et sinon, Ouais. oui, alors vas-y. Juste pour dire, je trouve très intéressant les ateliers qui ont été faits parce que très souvent, on a l'impression que ce qui sort du national est un peu hors sol. Et là, je trouve que de faire participer des gens de terrain, de mettre à disposition d'autres gens de terrain, des retours d'expérience que moi, que je définis un peu comme des living labs, hein, je trouve ça très, très intéressant et très productif. Et j'espère que pour vous, établissement, vous allez pouvoir en récupérer et vous construire vos propres process, parce que je crois pas qu'il y ait, je pense pas que le contrôle C, contrôle V soit applicable, mais c'est surtout l'appropriation des choses. Voilà. Tout à fait. Et c'est dans cette logique-là aussi qu'on a construit les outils pour justement faire en sorte de vous aider à vous les approprier
parce que malheureusement, on ne peut pas faire du copier-coller, c'est spécifique à chaque organisation. Une question sur les ateliers. Alors, au niveau des structures qui ont participé aux ateliers, le DMP est-il déjà consulté par les professionnels? Alors ça dépendait vraiment des structures. Il y en avait certaines où, en fait, c'était en consultation, mais c'était encore au tout début. Voilà, c'est encore l'autre étape. Et là, le sujet de la consultation est un sujet qui nous intéresse beaucoup au niveau du national. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais sur le site justement de la page Mon Espace Santé, au niveau des établissements sanitaires, il y a une expérimentation qui est en cours et qui vous dit un peu plus sur cette expérimentation, qui est celle autour de la consultation des documents de Mon Espace Santé. Donc, n'hésitez pas à aller consulter notre site pour justement avoir un peu plus de visibilité sur cette expérimentation. Dans le fil de discussion, je crois... non, tu as juste un grand bravo à toute l'équipe qui assure cet accompagnement MES avec brio. Donc voilà, Merci. Et du coup, c'est Alar. Donc je pense que c'est la coordinatrice qui a accompagné. Donc merci encore pour ce travail. Et comme vous le voyez, il faut jouer collectif. Il y a le national, le régional, et après, il y a les acteurs, les usagers. Tout le monde est impliqué. Oui, et juste une chose que j'ai oubliée, c'est aussi la place de l'assurance maladie et des grades, hein. C'est vrai que j'ai oublié ce point-là qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, n'hésitez pas à solliciter vos grades et les gens de l'assurance maladie qui peuvent vous aider. Nous, ils nous ont aussi beaucoup aidés, hein. J'ai le, la- la- le fait d'évoquer Sandrine Allard me fait penser que j'ai complètement oublié ce volet. Voilà, mais c'est vraiment, vraiment important parce qu'ils ont vraiment aussi participé et contribué à ça. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec vos interlocuteurs locaux. Voilà, donc n'oubliez pas les cordeaux, les coordinateurs de Mon Espace Santé, donc pour pouvoir faire des stands. Il y a aussi, comme je le disais, le réseau de l'assurance maladie qui sont là pour vous accompagner dans vos démarches. Merci encore. Du coup, si je ne me trompe pas, on passe à la séquence catalogue. Et là, je crois que je laisse la parole à Pierre. Pierre, si tu es prêt. C'est ça. Bonjour à tous. Du coup, moi, je suis venu vous parler du catalogue de services de Mon Espace Santé. Donc, c'est une des briques principales qui sont disponibles maintenant dans le catalogue. Et l'idée, bah, c'est de pouvoir référencer des applications au sein de ce catalogue. Et qu'est-ce qu'on entend par application? Bah, ce sont d'autres acteurs du numérique en santé qui font des choses qu'on considère comme étant utiles à la suivi de la santé des Français. Et donc, bah, dans cette logique un peu d'État plateforme, on centralise toutes les données, bah, en fait, il n'y a pas que les données produites par les professionnels de santé, mais il y a aussi les données qui sont dans différentes applications, que ce soit mobiles ou web. Donc le catalogue, c'est des solutions utiles, des services numériques qui sont de confiance, parce que en fait, les applications, nous allons les référencer. Je vous expliquerai un peu plus loin qu'est-ce qu'on entend par référencer comme une application dans le catalogue de services de Mon Espace Santé. Et j'ai laissé en à venir, mais l'idée, c'est de pouvoir échanger des données entre Mon Espace Santé et les applications. Donc, par exemple, j'ai une balance connectée, je veux mettre à jour automatiquement mon poids dans le profil médical de Mon Espace Santé. Et bah, si l'application de ma balance est référencée au catalogue, elle pourra mettre à jour mon profil médical dans Mon Espace Santé directement et de manière automatique, avec mon consentement évidemment. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, sur la slide suivante, aujourd'hui, en tant qu'éditeur, quelle est la promesse que l'on fait aux éditeurs? Bah, elle est triple. La première, c'est de dire, bah, en fait, Mon Espace Santé, ça va être un agrégateur des services qui sont disponibles sur le marché, à tous les citoyens, donc une visibilité sur les 60 millions, 70 millions de profils Mon Espace Santé, donc avec une mise en avant dans l'onglet. Si on veut, là, l'idée, c'est de pouvoir pallier au fait d'avoir 20 000 applications de santé dans l'Apple Store ou le Google Play Store. Mais ici, on va avoir une sélection de ces applications, celles qu'on considère comme étant utiles.
Une garantie de confiance pour les usagers. Quand un utilisateur voit une application dans le catalogue, il sait qu'en fait, cette application, elle a été référencée, c'est-à-dire qu'elle a passé la conformité sur plus de 150 critères sur la partie technique, interopérabilité, RGPD, juridique, éthique, et que du coup, ces règles sont respectées par l'utilisateur. Il joue le jeu des règles du numérique en santé en France, et ça de manière tout à fait transparente pour les utilisateurs. Donc là, ici, l'avantage pour les usagers, c'est j'ai 2 applications de suivi d'arrêt du tabac et je ne sais pas laquelle choisir, et je peux aller voir dans le catalogue si les 2 sont présentes, ou si une seule, ou si aucune d'elles, et du coup, avoir le niveau de garantie en face sur le respect des données que je vais lui donner, par exemple. Et enfin, le dernier avantage, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble de ces données dans mon espace santé avec, du coup, la possibilité, d'échanger des données avec mon espace santé. Sur la slide suivante, aujourd'hui, on a 31, le dernier il est en cours d'apparition dans mon espace santé services qui ont été, référencés. Donc on a commencé un tout petit peu après le début de mon espace santé. Ça, c'était, depuis, du coup, novembre 2022 qu'on a référencé ces 31 services, et en tout, on a encore, plus de 300 éditeurs qui se sont signalés et qui ont entamé le parcours de référencement avec un ou plusieurs produits pour, figurer dans le catalogue de services. Sur la slide suivante, en aujourd'hui, quels sont les cas d'usage qui sont, couverts par le catalogue? En fait, aujourd'hui, il n'y a pas d'échange de données. Donc la «plus-value» entre guillemets du catalogue, elle n'est pas, encore à 100 de sa capacité. Mais l'intérêt du catalogue, c'est vraiment de pouvoir accéder, aux détails des services numériques qui sont, utiles et de confiance pour pouvoir, aider les citoyens à prendre en main, leur santé au quotidien, avec, cette surcouche de confiance de: «Je vais utiliser un portail, patient, mais en fait, je sais que, il respecte, le secret de mes données, qu'il est hébergé en France chez un hébergeur HDS», et ça, le référencement au catalogue de services me le garantit. Mais là où il y aura vraiment tout l'intérêt du catalogue, ce sera dans les cas d'usage de demain, et donc c'est la slide suivante. Heu, les cas d'usage de demain, c'est, le catalogue va permettre d'échanger des données avec, mon espace santé. Donc schématiquement, il y a 3 types de données qu'on peut échanger. Ce sont, des mesures de santé. Je vous l'ai dit, ça va être, le taux moyen de glucose qui est remonté, par, une pompe à insuline connectée à une application. Ça va être à l'inverse, une application, de télésurveillance qui lit, le poids ou, la glycémie pour pouvoir faire remonter, des alertes. Ça va être sur la partie agenda, maintenant qu'elle est ouverte, de pouvoir, alimenter ou modifier des rendez-vous qui ont été pris, dans l'agenda de mon espace santé, pour pouvoir tout consolider dans, un même endroit. Et ça va être finalement de pouvoir échanger des documents de santé. Donc par exemple, une application, qui aide à la préparation, enfin de à par exemple, une application qui existe aujourd'hui de livraison de médicaments, elle va pouvoir, si vous lui donnez l'autorisation, récupérer votre dernière ordonnance pour pouvoir, préparer la préparation avant que vous alliez la chercher, ou que vous la fassiez livrer. Ou une application de prise de rendez-vous avec, des professionnels libéraux, qui va, du coup, vous demander l'ordonnance parce que c'est, le process pour, que ce soit pris en charge par l'assurance maladie, par derrière, et du coup, que ce puisse être, transparent et le plus simple pour vous. Alors ça, c'est, dans l'idée. Donc comment ça va se passer? Donc je vous ai, mis ici un exemple de, imaginons que WeThings ait référencé avec échange de données son application, Healthmate. Donc vous allez pouvoir, voir dans le catalogue de services, là je vous l'ai mis en rouge, que l'application sera synchronisée. Ça veut dire que, elle échange des données avec mon espace santé, mais que toutes les autres, n'en échangent pas. Donc ici, en l'ayant synchronisé sur la slide suivante, on voit un autre process de synchronisation. Donc, mettons qu'il y a une deuxième app qui soit AppFind, qu'on veuille, synchroniser avec mon espace santé. Quand on cliquera sur «Synchroniser avec mon espace santé», on arrivera à l'écran qui est sur la slide suivante. On va demander, pour quels aspects et pour quel partage de données,
la synchronisation est souhaitée par l'utilisateur. Donc là, c'est vraiment à la main de l'utilisateur, hein. C'est la tagline de mon espace santé, hein. On veut que ce soit le patient qui ait la main sur ces données. Donc, est-ce qu'il est OK pour que l'application, elle lise des données, pour que l'application, elle écrive des données dans son compte Mon Espace Santé, et chaque chose sera paramétrable par des petites coches, et il sera également possible de cocher ou de décocher en fonction peut-être d'un changement d'avis sur cette application ou de l'arrêt de l'utilisation. Et sur la slide suivante, du coup, on verra les premiers échanges de données quand ce sera disponible, avec la mise à jour directement dans mon espace santé, dans l'agenda, des éléments d'agenda. Alors c'est un peu en petit, mais on voit en gros que ça a été poussé par une application ou par une autre. Dans les mesures, on voit que les mesures, par exemple, de poids ont été ajoutées, non pas à la main par le patient, mais par une application qui est synchronisée. Et puis, dans les documents de santé, en bas, également, par exemple, un rapport AGP pour une application de suivi de diabète qui a été poussé dans la partie documentaire de mon espace santé, pour que le patient puisse derrière la repartager à son cercle de soins de manière plus dynamique et plus fluide. Ça, c'est ce que ça donne côté patient. Et enfin, une dernière partie rapide sur comment on fait quand on est une application et qu'on veut être référencé. Donc, en fait, il y a assez peu de prérequis. Il faut que l'application, elle s'adresse aux usagers. Donc, les applications qui vont être référencées, ce ne sont pas des applications pour les professionnels. Ce sont vraiment des applications où le patient va pouvoir se connecter et qui concernent des finalités de mon espace santé, hein, donc la prévention, le diagnostic, le soin ou le suivi social ou médico-social. Donc ça, c'est entre guillemets les 2 seuls prérequis obligatoires, et après elles peuvent être vraiment proposées par des acteurs publics ou privés, se présenter sous la forme de leur souhait, des applications mobiles, un site web, être gratuites ou payantes pour l'utilisateur, donc c'est pas ça qu'on va évaluer, et être reliées ou non à des objets connectés ou des dispositifs médicaux. Ensuite, du coup, merci. Sur la slide suivante, comment ça se passe? L'étape, elle est grossièrement en 4 candidatures. Le candidat, il dépose sa candidature au référencement. Donc là, c'est concrètement, il va répondre aux 150 critères de référencement en nous envoyant des preuves qu'il réponde bien à ces critères. Nous, on a des experts qui vont analyser et évaluer du coup cette demande de référencement. Souvent, pour pas le cacher, hein, il y a un peu des allers-retours parce que les profs sont pas très bien compréhensibles, ou on voulait plus de détails pour s'assurer vraiment que le travail a été fait et que le critère était bien valide. Donc ici, il y a quelques itérations entre les évaluateurs et l'éditeur. Ensuite, pour s'assurer que les évaluateurs, non, pardon, on peut rester sur la même slide. Pour s'assurer que les évaluateurs font bien font un travail qui n'est pas le fait du roi, mais bien un travail qui s'appuie sur les critères qui sont publiés par arrêté. Il y a une commission de référencement indépendante qui va se prononcer sur le référencement ou non de l'application. Et enfin, l'application ensuite est visible dans le catalogue de services de mon espace santé. Je vous le détaille pas, mais il y a des étapes supplémentaires qui correspondent aux échanges techniques qui sont nécessaires évidemment pour échanger des données avec mon espace santé et s'assurer que le niveau de sécurité également est le bon. Et enfin, où est-ce que vous avez toutes les ressources? Si par exemple vous avez des acteurs régionaux ou des établissements qui veulent faire référencer une ou plusieurs applications qui sont à destination des patients, il y a toute la documentation sur la page éditeur, donc éditeur au pluriel .monespacesanté.fr, et le parcours en tant que tel pour un éditeur, il se place sur la plateforme Convergence, donc convergence.isanté.gouv.fr. Et si vous avez des questions, je suis disponible pour y répondre. Et puis si vous voulez aller plus loin dans le sujet, ou pousser à des éditeurs que vous connaîtrez, que vous pensez utile d'intégrer dans le catalogue, il y a une adresse aussi de contact qui est référencement@mes.sesam-vital.fr, où j'ai lieu à des personnes qui sont en mesure de vous accompagner dans le référencement. Alors, du coup, je vais commencer déjà par une question dans le fil. L'intégration des documents dans le DMP se réfère à la notion d'INS qualifié. Pour les applis du store, quelle garantie d'abonder le bon profil? Eh ben,
je ne l'ai pas détaillé, mais alors là, du coup, c'est le patient lui-même qui fait ce qu'on appelle l'appariement entre, son application et son compte Mon Espace Santé. Donc en fait, quand il est dans son application, il dit: «Je veux connecter cette application à mon espace santé» et là, on va lui demander une fois enfin là, il est dans Mon Espace Santé, il dit: «Je veux me connecter à, Healthmate». Heu, il sort de Mon Espace Santé avec un lien, il va dans WeThings, il se connecte et on lui dit: «Est-ce que c'est bien ce compte WeSync que vous voulez connecter avec le compte Mon Espace Santé sur lequel vous êtes connecté actuellement?» Et il dit: «Oui, non, je me suis trompé» et du coup, l'appariement se fait de cette manière. C'est en fait le patient lui-même qui garantit qu'il met les bonnes données dans son propre profil, un peu à la manière où aujourd'hui, en fait, on n'a pas plus de garantie quand un patient met un document dans son compte Mon Espace Santé, il pourrait très bien mettre un document de sa grand-mère ou même une photo de son chien. Merci. Jean-Pierre, bah, vas-y puisque tu as la main levée et après je Euh, continuerai. J'ai deux questions. Sur l'INS qualifié, pour moi, sans INS qualifié, on ne peut pas avoir d'espace numérique de santé puisque il s'est fortement lié, c'est en corrélation avec le DMP. Donc, pas d'INS qualifié. Pour moi, au niveau d'un établissement, pas de possibilité de pousser dans l'espace numérique de santé. C'était une question, je ne sais pas si Pierre a la réponse. Et la deuxième question, qui est plus une question technique, c'est que on voit que pour qu'on rentre dans les usages de ces outils numériques, de ces applications, l'un des grands freins, c'est la connexion et c'est l'authentification. Et donc, est-ce que dans les critères de référencement, il y a une notion entre guillemets, de SSO comme on peut avoir sur ProSanté Connect, c'est-à-dire que les gens rentrent avec un seul login mot de passe comme on peut avoir sur France Connect, et donc s'affranchir de cette complexité des logins mots de passe qui, nous, on fait beaucoup de télésuivi, on met en place beaucoup de télésuivi, et ça, c'est un enfer parce que les gens, in fine, ont du mal à se rappeler de Mmh. leurs identifiants mots de passe. Voilà. Heu, du coup, les 2 questions. La première, effectivement, sur la partie alimentation par les établissements, ça ne change rien, hein, le catalogue était déjà en place, on ne change rien à la partie, il faut une INS qualifiée pour pousser un document de santé, mais le patient, de son côté, quand il met un document lui-même dans son compte Mon Espace Santé, il y a pas de notion d'INS qualifié. Il pousse un document, en le prenant en photo, et donc là, c'est en ça que le mécanisme d'alimentation de documents via le catalogue est plus proche de, l'option «J'alimente moi-même avec un document dont en fait j'ai juste une garantie que c'est moi, Pierre Dubreuil, qui l'ai mis», du coup, évidemment, l'INS qualifié permet de garantir bien plus de choses, que ça a été poussé par un professionnel ou un établissement, sur le compte de l'utilisateur et avec toutes ces informations sur l'auteur. Alors, juste, donc, un patient qui n'a pas d'INS qualifié peut avoir un espace numérique de santé. L'existence du compte Mon Espace Santé n'a pas de rapport avec la qualification, de l'INS. Je Non, non, suis c'est pas, un citoyen. Allez-y, c'est, pardon? ouais, c'est pas ça. Alors, c'est pas ce que je veux dire. Je vais essayer de reformuler. Un patient qui n'est pas identifié dans le fichier national qu'on utilise pour qualifier l'INS. Donc, on a Mmh. plein de patients dans ce cas-là qui sont nés à l'étranger. Donc, on ne peut pas qualifier l'INS. Donc, qui ne sont pas dans le fichier national. Est-ce que ces patients qui ne sont pas dans le fichier national peuvent avoir un espace numérique de santé? Non, non, on est C'est ça la bien, sur la question. base des assurés sociaux, du, système français de l'assurance maladie. Donc, il y a effectivement Référencé? un trou de quelques enfin, d'une frange de la population, de personnes qui n'ont pas d'INS parce que pas, dans le système, D'accord. sont pas des assurés sociaux, et eux, ils sont hors, alimentation INS qualifiée, hors, D'accord. ils n'ont pas de compte Mon Espace Santé, Ok, et ok, ils ont le droit d'avoir une application, XYZ, mais ils pourront pas la connecter parce qu'ils n'ont pas ok, de ok. Merci. et du Merci. coup, sur la 2e partie de la question qui était sur, du coup, je l'ai La oublié en. connexion. La La Ah oui, sur connexion. la connexion. connexion, Ouais, non, là, pour le coup, un peu décevant, par rapport à votre question, mais nous, on est très attachés à la partie sécurité, donc effectivement, il n'y a pas de passe-droit pour, les applications, et on est sur le même niveau, que nous, on dit à double facteur, hein, et on sait que ouais. ça pose des difficultés. On essaie de trouver des 2 facteurs qui sont, en fait, peut-être plus simples à utiliser, hein. Il y en a qui existent, et on va aussi pousser pour leur développement, mais on a un haut niveau de garantie sur l'accès.
Mais comme les applications ont cette obligation-là aujourd'hui C'est exactement. pour les Ouais, ouais. patients. Et donc, avoir une forme de SSO, de se dire, si je suis connecté sur mon espace numérique de santé, je peux accéder sans réauthentification à mon application. Est-ce que ça, c'est envisagé? Parce que c'est ça vraiment qui va déclencher encore plus d'usage. C'est Ouais, envisager une sorte de mon espace santé connect comme France Connect, c'est ça. mais aujourd'hui, c'est pas dans la roadmap du tout, ouais, par D'accord. contre. OK. Merci. Tu as d'autres questions, finalement. Il y a pas mal d'interrogations sur ce référencement au catalogue. Une première, justement, concerne le référencement initial, mais puis des évolutions des applications externes. Est-ce qu'il y a un process de réévaluation pour justement revoir tous ces sujets autour de la sécurité ou même des sujets éthiques? Ouais, tout à fait. Le référencement initial, il est valable pour 1 an. Donc, déjà, au bout d'1 an, on redemande au candidat, et potentiellement, si le référentiel a évolué, on lui dit: «Bah, attention, ça et ça a évolué, il faut que tu nous redonnes les bonnes preuves» et ensuite, il est valable pour 2 ans. Donc, on fait une vérification au bout d'1 an, puis au bout de 3, puis au bout de 5, et cetera. Et en plus de ça, il y a 2 mécanismes. Un mécanisme de signalement. Donc, si un usager, notamment dans mon espace santé, bah, vient dire: «Bah, moi, j'ai pas je constate que, j'en sais rien, mais on m'a poussé un document alors que j'avais pas demandé ou, on utilise mon mail, pour, un autre service et je pense que c'est lui qui l'a donné». On peut déclencher des audits sur signalement en disant: «Bah, on va aller approfondir, sur cette application qui est référencée». Et deuxième option, on peut aussi faire des évaluations continues, et ça, on a prévu de le faire, un peu au bout de la deuxième année de référencement, où là, effectivement, on va aller, là où le processus est initialement déclaratif, on va aller vérifier les déclarations de l'éditeur, avec les évaluateurs, potentiellement in situ, avec l'éditeur en direct. Merci Pierre. Toujours pour le catalogue, pourquoi l'accès au catalogue justement n'est-il possible qu'après authentification du patient sur son espace? Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a des échanges, donc là plutôt avec Apple, Google, qui sont envisagés pour mettre en avant sur leur store des applications qui sont référencées justement Mon Espace Santé pour pouvoir les distinguer des autres applications santé et les aider ainsi à mieux faire leur choix? Heu, alors pourquoi elles sont uniquement en mode connecté, c'est parce qu'on avait pensé que c'était une bonne idée initialement et effectivement, on aimerait bien changer parce que, bah, à la fois, enfin, il faut que pour la partie avec échange de données, on puisse accéder à l'échange de données, une fois en mode connecté, c'est évident, mais on est aussi en train de travailler là pour que la liste des applications, en fait, soit aussi disponible, comme un catalogue, un Apple Store, il n'y a pas besoin enfin, il n'est pas caché, quoi. Il est public et pas, derrière un écran. Donc ça, c'est possible et nous, on est en train de, à l'inverse, avec ces gros acteurs, plutôt leur dire: «Bah, venez référencer vos applications santé dans le catalogue de services de Mon Espace Santé». Mais ça pourrait être une bonne idée effectivement de aussi leur dire à l'inverse, si les applications sont référencées, comment on pourrait le mettre en avant dans le catalogue. Je sais qu'aujourd'hui les acteurs, ce qu'ils font, c'est que plutôt dans leur communication, ils le mettent en avant en disant, «En fait, je suis référencé au catalogue de services de Mon Espace Santé, ça me donne une garantie de confiance» et du coup, en fait, c'est pas vraiment au moment où on est, sur l'Apple Store pour le citer que lui, où on dit: «Ah tiens, il y a une application, je vais la télécharger». Il y a pas beaucoup de recherche directement dans l'Apple Store. C'est plus, on fait une recherche, sur, internet ou par un autre moyen, où on est targeté, où l'application est poussée par un professionnel ou une connaissance et du coup, on la télécharge uniquement. Mais effectivement, dans nos discussions, on pourra le pousser. Et deux questions, mais qui sont très proches. L'alimentation en mesure ou en document par des applications est-elle déjà possible en conditions réelles? Le cas échéant, combien de solutions sont déjà en capacité de le faire? Et l'autre question était justement sur les données des applications référencées peuvent-elles déjà transmettre pour alimenter des mesures? Donc tu vois qu'on a des sujets. Est-ce que c'est déjà C'est euh, lancé? alors c'est possible, les éditeurs peuvent le faire, mais en fait, il y en a encore aucun qui le fait en vie réelle et qui a passé, toutes les, barrières, réglementaires sur la partie sécurité notamment. Donc, oui, nous, on est prêt côté, puissance côté publique, côté, Mon Espace Santé à avoir cette fonctionnalité qui est active
Et les premiers éditeurs, j'espère, devraient arriver dans les prochains mois, parce que c'est vraiment une question de est-ce qu'on a le bon niveau de sécurité en face, et les bonnes preuves pour, pouvoir le faire? C'est vraiment pas un sujet technique où en fait la partie technique, c'est des API, Fire, qui sont maintenant standards et donc ça fonctionne bien. Donc voilà, donc c'était les dernières questions pour toi, Pierre. Merci encore pour ton intervention et un merci aussi à Carole qui nous a remis une petite capture écran sur les cas non concernés par Mon Espace Santé. Donc, comme le disait Pierre, c'est les gens qui sont connus par l'assurance maladie, donc assurés. Donc, mais il y a des exceptions, notamment les assurés AME, donc aide médicale d'État, les assurés des collectivités d'outre-mer, il y a aussi ce sujet, et les ouvrants droit mineurs qui ne sont pas concernés à date par rapport à Mon Espace Santé. Donc, merci encore. Ce que je propose, c'est qu'on continue parce que bientôt, il y aura la séquence médico-sociale. Donc, déjà, vous donnez une réponse par rapport à une question qui a été posée via le formulaire qu'on vous remet en visibilité ici. Donc, quels sont les professionnels de santé qui peuvent accéder ou alimenter le DMP d'un patient? Un salarié d'une CISA ou une secrétaire médicale peut-il avoir un accès au DMP des patients ou l'alimenter? Donc là, vous voyez qu'il y a la réponse, vu qu'on a déjà un petit peu juste, vous aurez l'occasion de la lire, mais pour faire simple, tout ça est encadré notamment au travers de la matrice d'habilitation. Et sur le site de l'ANS, vous allez avoir un mémo qui vous explique justement cette matrice avec qui a le droit de faire quoi sur Mon Espace Santé, notamment sur la partie dossier médical. Sur les diapos suivantes, puisqu'il faut qu'on tienne un peu le timing, c'est juste pour vous remettre en visibilité tous les outils qui sont à votre disposition. Donc, comme on l'a évoqué juste avant, on essaye vraiment de faire des outils qui sont dédiés aux différents secteurs. Donc, par exemple, on a la partie professionnelle de santé. Donc là, c'est plutôt pour la ville. Donc, des outils avec justement un certain nombre de mémos qui sont aussi bien pour le professionnel, mais aussi pour la patientèle. Et notamment, il y a beaucoup de sujets autour de la démonstration du WebPS DMP qui est souvent revenu. Donc, n'hésitez pas, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les consulter. Il y a bien sûr la partie établissement de santé, donc là plutôt sanitaire, avec comment mener à bien ce projet au sein de son établissement, comment sensibiliser les professionnels, aussi bien au sein de sa structure, mais aussi sensibiliser la patientèle, donc avec des flyers, des affiches, des éléments de langage. Et puis, il y a toute la partie médico-sociale que je ne répéterai pas assez, mais voilà. Pareil, vous allez avoir, notamment puisqu'on est encore dans la phase de l'expé, un guide de pas à pas qui est à disposition et avec des outils de sensibilisation. Donc là, c'est beaucoup de documentation. Sur la diapo suivante, vous allez avoir d'autres formes aussi d'outils, notamment la plateforme de formation de l'ANS, où vous pourrez, justement, on utilise beaucoup d'acronymes, donc DMP, MS Santé, INS, ICPS, MES pour Mon Espace Santé, parfois comme abréviation. Donc, si tout cela, vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à aller à vous inscrire à cette page, c'est gratuit. Il y a des modules et ça vous permet de maîtriser les différents sujets. Et puis, la dernière info, c'est l'info sur la newsletter. Donc, si vous voulez vraiment être au courant de tout ce qui se passe sur Mon Espace Santé, tous les mois, vous recevez une newsletter avec les quelques chiffres clés des actualités, quelques retours d'expérience quand on a la possibilité, les nouveaux outils qui sont mis à disposition, mais aussi les prochains rendez-vous. Et puisque j'ai vu, lorsqu'on a lancé la séquence Dites-nous tout, une petite remarque sur une fonctionnalité très attendue, je propose qu'on passe à la diapo suivante justement pour évoquer le sujet très rapidement de l'agenda, puisque c'est le nouveau service qui est maintenant disponible sur Mon Espace Santé. Et si vous êtes intéressé par ce sujet-là, je vous donne rendez-vous pour la séquence du mois de juin. Et avec 4 petites minutes de retard, je laisse la main justement à Anne Dazineras qui est connectée pour faire la séquence sur le médico-social. Et sinon, pour tous les autres, je vous remercie encore de votre participation et je vous dis rendez-vous pour le 6 juin pour le prochain Dites-nous tout. Merci Nelza, bonjour à tous. Alors effectivement, concernant
les 30 minutes qui nous restent sur l'expérimentation, sur le volet médico-social, on va donc aborder l'expérimentation Mon espace santé en ESMS, avec aujourd'hui le retour d'expérience de l'un des 56 ESMS pilotes, avec le retour d'expérience donc d'un EHPAD et le témoignage donc de Monsieur Stéphane Laurent, qui est directeur de cet EHPAD, l'EHPAD des Éliantines. Pour vous partager, donc ça a été fait sur le volet sanitaire en début de séance, et bien c'est de vous partager les premiers éléments de cette expérimentation qui, pour rappel, a commencé donc mi-février et qui se déroulera jusqu'à mi-octobre. Donc on est à 2 mois et demi d'expérimentation. Donc de vous partager donc, les usages qui ont pu être identifiés sur cette structure et qui ont pu être testés à date. Comment se déroule la mise en place de ces usages, comment sont sensibilisés, informés les professionnels, les usagers, les aidants et familles. Donc, on retrouve des thématiques vraiment similaires avec l'atelier des communautés sur le volet sanitaire et quelles sont les prochaines étapes pour cet ESMS pilote. Donc, Monsieur Laurent, je vous laisse la parole pour nous partager sur une dizaine de minutes votre retour d'expérience sur l'expérimentation. Bien, bonjour, merci de l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vous propose une intervention succincte autour de 3 thématiques. Donc, je vais aborder dans un premier temps notre expérience en tant qu'établissement pilote dans la mise en place du projet Mon Espace Santé. Un deuxième temps sur les usages que nous envisageons déployer pour le dispositif. Et je terminerai par les actions de communication et de sensibilisation qu'on a mis et que nous allons mettre en place au sein des Éliantines. Donc, dans un premier temps, donc l'expérience qu'on a sur le dispositif, d'abord, on est l'EHPAD des Éliantines, on est géré par une société d'économie mixte appelée la SPAPA, et on se situe dans le Pas-de-Calais, autour de Béthune et Lens. On gère 210 lits, 197 lits en hébergement permanent, 3 places temporaires et 10 places en UVA, réparties sur 10 unités, donc 9 dotées de 20 lits et une de 30 lits. Ces unités sont placées dans des villages. Vous avez compris, entre Lens et Béthune. Et tous les établissements sont au cœur des villages, en fait. Voilà, pour donner un peu la singularité du projet. Notre projet, il est de permettre aux habitants des communes et des environs de continuer à bien vivre et bien vieillir sur le territoire et dans l'environnement local. Autour du projet, donc autour de la e-santé, les Éliantines sont porteurs de la grappe ESMS numérique sur le territoire, avec les 4 autres établissements du territoire associés. On est alerte sur l'usage de la messagerie sécurisée avec les professionnels de santé et l'activation des DMP via l'INS. Dans cette même logique et dans la même continuité, nous avons donc candidaté sur le dispositif et on a été retenu pour l'expérimentation nationale. Voilà. À ce sujet, sur les 10 structures, on en a choisi une qui sera sur laquelle se tiendra l'expérimentation. Et on a choisi de retenir celle la plus grande, celle de la Bourse, où il y a 30 lits, et dont l'UVA en fait. Voilà. Voilà un peu pour le contexte et un peu l'expérience qu'on a sur l'expérience et l'intégration que les Éliantines ont sur le dispositif e-santé en fait. Maintenant, les usages dont on souhaite déployer pour l'expérimentation. Alors, on a dans le COPIL réfléchi, on va encore réfléchir demain parce j'ai réuni le COPIL demain, on réfléchit sur les usages, 1 ou 2 usages pertinents pour les Éliantines et aussi nos résidents en fait. Et donc, on s'est arrêté sur le dossier de liaison d'urgence, le DLU. Donc, notre réflexion, il porte sur, en cas d'hospitalisation d'un de nos résidents, de consultation auprès du médecin traitant qui consulterait sur place ou à distance le résident, la consultation d'un spécialiste, cardio, neuro, gastro, ou d'une prise en charge HAD, les Éliantines pourraient nourrir Mon Espace Santé numérique du résident en temps réel, en fait.
Voilà. Donc là, on est sur cet usage-là pour l'instant. L'idée, c'est demain de valider l'usage et de voir d'en jeter un, en fait. Voilà. Voilà pour les usages. Maintenant, les actions de communication et de sensibilisation. Donc, qu'on a mis en place dans un premier temps donc, les réalisations faites entre février et mai 2024. Donc, la première, c'est qu'on a ouvert un copil ouvert qui se réunit une fois par mois, donc il se réunit 3 fois depuis le mois de mai, avec la possibilité d'intégrer de nouveaux membres en cours. Voilà, l'idée est de nourrir la réflexion et l'expérimentation, en fait. Voilà. Donc, j'ai organisé avec le Copil une rencontre dont je parlerai après. Je vais rester sur le Copil, une rencontre avec les résidents, les salariés, familles, aidants et les tutelles. Donc, la réunion a eu lieu le 17 avril. Donc, je reviens sur le Copil ouvert. Avant le 17 avril, le Copil était composé donc de l'IDEC, de 2 infirmières attachées à l'établissement, donc la bourse, l'infirmière de l'UVA et la partie hébergement, une IDE volontaire, moi-même, et une accompagnante très ponctuelle qui nous suit depuis sur le SMS numérique, en fait. Voilà. Et après le 17 avril, donc, on a intégré 5 familles aidantes, 3 de l'UVA et 2 côté hébergement ont accepté d'intégrer le Copil depuis le 17 avril. Voilà. Ça, c'est le premier point. La première action, c'est d'ouvrir un Copil. La deuxième, donc, on a organisé un goûter de sensibilisation et d'information sur l'expérimentation auprès des résidents, des familles aidants, des tutelles et des partenaires qui étaient présents. Alors, on est parti du rythme du résident, en fait. On a évité la matinée, on a pris le goûter et le passage des familles en après-midi, en fait. Voilà, tout est compilé. Donc, sur 41 mails envoyés, on a 3 familles, pardon, qui sont présents en présentiel, 2 en distanciel, et on a 5 excusés. Et au cours de la réunion, on était une quarantaine de personnes, résidents volontaires, familles et volontaires, je les ai nommés, les salariés intéressés volontaires, les partenaires, donc l'ARS et la CPM. Et donc la réunion a été préparée avec le Santé numérique de France, Madame Villette et Madame Roum, et elle était co-animée avec Madame Roum le 17 avril, en fait. Donc une quarantaine de personnes, je l'ai dit. Les seuls invités non représentés étaient les tutelles. On a eu 0 retour des tutelles sur leur présence, une excuse ou une absence, en fait. Voilà. Donc on est parti, Madame Roum est partie d'une petite vidéo très synthétique qui présente le dispositif Mon Espace Santé et une présentation rapide du dispositif. Ensuite, c'est suivi un échange en groupe et pour finir, un temps d'appropriation. Voilà. Les témoignages sont riches d'enseignements, constructifs, avec un constat que certaines familles, en fait, j'ai découvert et on a découvert en plénière que certaines familles sont aguerries du dispositif Mon Espace Santé. En fait, on pense qu'on découvre, mais pas du tout. En fait, les familles ont déjà ouvert le leur ou celui de leurs proches. En fait. Voilà. Le retour sur l'appropriation, donc c'est en mots-clés, c'est efficacité, opérationnalité, facile, ça marche. Plus besoin d'emmener les radios, les scanners, les bilans lors des rendez-vous avec le spécialiste. Et plus besoin, une famille nous confie, plus besoin d'appeler l'IDE pour avoir des nouvelles du bilan sanguin qui a été réalisé pour le proche, puisque en se connectant à Mon Espace Santé, elle peut visualiser le résultat du bilan sanguin. Voilà. Le premier point, donc action réalisée, le copie. Le deuxième, le goûter de sensibilisation. Le troisième, c'est une campagne d'affichage dans l'établissement. Donc on a publié tous les visuels à disposition et on appuie tous les visuels parce qu'ils ont tous des messages forts à passer en fait. Donc on a
dans tous les espaces de vie commune, donc les salles à manger, les entrées, les salons, les toilettes, les couloirs. Et on a diffusé une 60aine de flyers remis aux familles et aux résidents. Et en temps réel, à la demande, on peut redonner le flyer à la famille et aux résidents. Voilà. Aujourd'hui, le constat est que les acteurs résidents, familles, tutelles et salariés sont tous informés, sont au même niveau d'information en fait. Voilà. La quatrième action réalisée, c'est qu'on est en train de préparer le rapport intermédiaire de juin. Voilà. Sur les actions qu'on envisage faire entre mai et octobre et décembre, donc de mai à octobre pour l'instant, donc c'est de varier les supports d'information et de communication. Donc on a commencé des campagnes d'emailing auprès des familles, des professionnels de santé, et on étudie l'envoi de textos. Comme on a des téléphones portables, on pourrait faire un groupe texto et envoyer un texto qui renvoie sur les plateformes. L'idée est de pas seulement passer l'information, mais d'utiliser les liens Internet pour rendre la mise en relation dynamique, en fait. On n'a pas besoin d'être rappelé pour nous dire, mais comment on fait? On envoie l'info et on dit, ben, ils ont les infos pour se connecter sur le site et ouvrir leur espace santé, connaître les démarches pour ouvrir l'espace santé. Et pour les professionnels, on renverra sur les plateformes dédiées, en fait, tout de suite, en temps réel, en fait. Donc, la deuxième, donc, c'est d'informer et de communiquer régulièrement par des rencontres physiques. Donc, dans la multiplication des circuits d'information, donc on passe par l'emailing, par l'envoi de textos, des rencontres physiques dans l'établissement ou en distanciel. On passe la deuxième moyen de communication, c'est des repas dînatoires, donc du petit déjeuner au repas du midi. On évite le repas du soir, la soirée en fait. On n'est pas dispo le soir en fait. On prend le pari de mobiliser au petit déjeuner ou au repas du midi. Et le dernier point, c'est d'étudier un calico. Donc j'ai vu dans les visuels qu'il y avait un modèle de visuel Mon Espace Santé en format calico et on va étudier pour le réaliser en fait. L'idée c'est d'être visible en fait, visible tout de suite en entrant dans l'établissement et dans les publications qu'on met en interne en fait. Voilà. Le deuxième point, donc le premier point, donc sur les actions envisagées entre mai et octobre, donc des supports d'information variés, diversifiés. Le deuxième point, c'est la mise en œuvre des usages retenus. Donc on va les acter demain et on les met en œuvre dès demain, en fait. Et on va tester l'usage des messageries citoyennes. Je vous l'ai dit en préambule, on est aguerri sur les messageries sécurisées entre professionnels, mais on méconnaît la messagerie citoyenne. J'ai oublié de dire dans le premier point, dans les actions réalisées, c'est que l'entièreté du COPIL a ouvert son espace santé, mon espace santé en fait. On a tous ouvert notre espace santé et comme ça, la qualité de l'échange est meilleure parce qu'on parle de choses concrètes en fait. Voilà, donc on a tous ouvert le nôtre, on a tous joué le jeu en fait. Voilà. Donc le troisième point qu'on va mettre en place entre mai et octobre, c'est la formation d'ambassadeurs, mon espace santé. Donc demain, on acte 1 à 2 membres du COPIL volontaires et donc je recontacte Madame Roum pour nous inscrire sur le dispositif ambassadeur mon espace santé. Voilà, et on souhaiterait donc faire ça avant l'été pour des volontaires. Voilà. La quatrième action, c'est de lancer l'expérimentation avant l'été et cet été pour réaliser une analyse avec critères qui sont critères d'analyse qui sont précisés dans la convention pour septembre en fait. Voilà, on essaiera de récupérer le fruit, l'expérimentation d'avant l'été et cet été pour préparer un peu une analyse un peu construite et qu'on puisse réajuster cet été et avant le rendu final d'octobre en fait. Voilà.
Le cinquième point, je l'ai dit, hein, c'est préparer le rendu final d'octobre. Et on a un objectif final pour fin décembre, c'est que l'idée, c'est de pérenniser l'expérimentation sur tous les établissements. Comme on l'a pour l'usage de le SMS numérique, là, je suis en train de travailler sur la pérennisation du projet pour que les Éliantines restent pilotes ou au moins praticiens autour de la e-santé, en fait. Voilà. Donc, on pérennise mon espace, le SMS numérique, le projet SMS numérique, on est en cours de pérennisation avec les 4 autres EHPAD. Et pour mon espace santé, on ne va pas s'arrêter là. Nous, le pari qu'on prend, c'est qu'on dupliquera l'expérimentation de la bourse, qui sera notre site des pilotes, des sites d'études, sur les autres établissements. Voilà ce que je peux vous dire dans la phase d'expérimentation. Voilà. Merci, Monsieur Laurent, pour ce témoignage. Il y a une main levée, donc je vous invite à prendre la parole. Nelda, je pense qu'il faut que tu désactives le micro. Oui, je S'il te plaît. désactive. C'est bon, normalement, vous avez juste à ouvrir votre micro et vous pouvez poser votre question. Alors, c'est l'Agrovol. Excusez-moi si j'écorche votre nom. Votre micro est activé. Sinon, nous avons dans le fil de discussion une question en attendant. De la part de Vanessa. Le fait que les familles puissent avoir accès au DMP de leurs proches m'interroge. Qu'en est-il de la confidentialité des données? Les familles doivent-elles avoir accès à tout cordialement? Alors du coup, peut-être spécifier. Je vais peut-être vous ouvrir aussi votre micro. Alors attendez, Vanessa. Donc Oui, c'est Vanessa, c'est bon. Oui, vous m'entendez. Oui, suite à l'intervention de l'établissement, ou peut-être que j'ai mal compris, vous avez dit que les familles étaient très avides du coup des consultations du DMP et elles étaient contentes d'avoir accès à tout ce qui était les comptes rendus médicaux de leurs proches. Et du coup, je m'interroge quand même sur la confidentialité des données médicales. Jusqu'où les familles peuvent-elles avoir accès aux données de leurs proches? Parce que pour moi, le DMP, c'est quelque chose d'unique. Je fais juste référence à une situation qu'on a eue il y a quelque temps sur notre établissement où ça nous a posé question en termes de confidentialité. Jusqu'où les familles peuvent-elles consulter les données de leurs proches, en fait? Je ne sais pas si c'est très clair. Alors, sur l'intervention, sur les échanges qu'on a eus avec l'assurance maladie, on a dissocié le DMP de mon espace santé, en fait. Mon espace santé est dédié et accessible aux résidents, je veux dire, aux patients et à la personne concernée, en fait. Et c'est vous seul qui donnez l'accès à qui vous le souhaitez. Donc, moi, j'ai ouvert mon espace santé. Je parle de mon espace santé. J'ai ouvert mon espace santé et c'est moi qui décide de l'ouvrir à mon médecin traitant et aux professionnels que je consulte. Mon opticien, voilà, à qui je veux, en fait. Voilà. Et donc, ça, c'est une chose. Et la deuxième, c'est qu'on peut donner accès à une personne de confiance. Sauf qu'aujourd'hui, les générations qui sont dans les EHPAD sont, eux, usagers du carnet de santé papier. Or, mon espace santé, c'est le carnet de santé numérique, en fait. C'est la même, en fait, à part qu'il est plus nourri. On a encore vu tout à l'heure On est bien les d'accord. fonctionnalités qui allaient arriver. Donc là, les témoignages que j'apporte, c'est que c'est les enfants qui ont créé mon espace santé de leurs parents. Donc ils ont les codes, en fait. Ils ont les codes. Alors, en intelligence, quand la famille, quand le proche est allé
a conscience, comment dire, a le choix de donner son accès, soit il a délégué à la fille ou au fils ou à un proche d'ouvrir mon espace santé, voilà. Donc en connaissance, il sait que le proche à qui il a donné l'accord a accès aux informations. Mais l'intelligence du proche, c'est de dire, de prévenir le résident que avec lui ou elle, il doit donner accès à ses données de santé en fait. L'accord qu'il donne quand il donne accès à un médecin traitant d'avoir accès à mon espace santé, il donne forcément l'accès aux données de santé à disposition en fait. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et après, le DMP, c'est une autre chose, en fait. Donc ça, le DMP, c'est en lien unique pour le professionnel de santé. Donc oui, la personne peut donner accès au médecin traitant ou aux urgences à ces données de santé qui sont données sensibles, en effet. Ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais je parle, Si, mes propos sont en lien avec l'intervention qu'on a eue de la CPM, préparer l'intervention, en fait. d'accord. La question a été posée par les résidents, en fait. Je pense que pour compléter, je me permets, merci Monsieur Laurent, pour compléter, ça fait écho à la délégation, le fait de cadrer la délégation de l'accès à un aidant. Comme vous l'avez partagé, peut-être que vous n'étiez pas forcément présent, mais c'est l'occasion de le rappeler, qu'il y a donc un vecteur réglementaire qui est attendu pour justement cadrer réglementairement, juridiquement, cette délégation de l'accès à l'aidant. Le vecteur réglementaire est identifié à date est celui du projet de loi de fin de vie. C'était un vecteur auquel on a souscrit. Maintenant, on attend effectivement l'avancement du circuit réglementaire de ce projet de loi fin de vie et de voir si effectivement l'accès, la délégation à l'aidant est bien, on va dire, maintenu dans le cadre de ce projet de loi de fin de vie et quand est-ce que ce projet de loi fin de vie aboutira. Ça, c'est le premier élément, c'est l'élément juridique. Et le deuxième élément, qui est un élément technique, c'est effectivement derrière d'avoir les fonctionnalités dans mon espace santé qui permet à une autre personne que on va dire le détenteur de mon espace santé ou son représentant légal d'avoir accès à mon espace santé. Et c'est pouvoir donner accès à une autre personne supplémentaire, parallèle, en l'occurrence à un aidant. Donc ça, sur ce plan-là, sur le plan technique, ça avance bien. Au niveau de mon espace santé, c'est maquetté, on va dire sur S2 2024, on peut peut-être espérer avoir quelque chose, mais on ne pourra pas, de toute façon, une fois que ces fonctionnalités techniques seront abouties, les ouvrir tant que l'aspect réglementaire, lui, ne l'est pas. Donc il y a deux sujets qui sont parallèles et qui permettront justement on va dire, finalement de libérer et de mieux accompagner les aidants pour les aider. En l'occurrence, ça risque de ne pas forcément arriver dans le cadre du calendrier et de l'expérimentation, mais ce que l'on demande aux ESP pilotes, c'est néanmoins de réfléchir à la manière de pouvoir déléguer un aidant. Est-ce qu'on délègue est-ce qu'il faut déléguer à plusieurs aidants? À quel type d'aidant doit-on déléguer? Est-ce que c'est une délégation qui est temporaire ou provisoire? Temporaire ou pérenne, pardon, combien de temps? Enfin, voilà, il y a tout un tas de questions que l'on peut et que l'on doit se poser dans le cadre de l'expérimentation qui permettront de nourrir justement ces modalités de délégation à l'aidant. Mais en complétant ce que vous dites et dans l'analyse de la rencontre du 17, ça fait partie d'un point d'analyse de l'expérimentation. Là, je ne l'ai pas fait. J'aurais voulu poser la question à la famille qui a témoigné sur le fait qu'elle avait accès au bilan de santé de sa mère. Elle est intègre copie, donc je vais en parler avec elle. Elle sera libre de me répondre comme elle veut. Mais techniquement, l'hypothèse qu'on formule, c'est qu'elle a les codes. Ou deux, elle a ouvert et avec l'accord de sa mère, elle l'a autorisé à consulter les données, en effet. Mais ça fait partie de l'expérimentation et d'analyse, c'est justement comment j'ai accès à cette information, en fait. Comment j'ai accès aux informations de santé sensibles, en fait. Voilà.
Du coup, je me permets juste de reprendre quelques sujets qui sont dans le fil de discussion, beaucoup de sujets autour de la délégation. Donc oui, à l'heure actuelle, Carrément, malheureusement, la partie carrément. technique n'est pas est prête, mais le cadre légal n'est pas encore tout à fait. Donc oui, pour rappel, c'est bien la matrice pour les professionnels. Il y a le sujet de délégation qui est en cours, justement pour permettre cette traçabilité, comme le notent certains, puisqu'à l'heure actuelle, elle n'existe pas. Euh, une question pour vous, je pense, puisqu'en fait, ils disent droit d'accès au DMP. Faut-il faire signer une autorisation aux résidents pour que leurs proches puissent accéder au DMP de leurs parents? Sur 103 résidents avec INS qualifié, 10 n'ont pas de DMP ouvert. Comment devons-nous procéder pour faire ouvrir ce DMP, sachant que nos résidents ne sont pas en mesure de le faire eux-mêmes? Nous, Aliantine, on est toujours passé par les aidants. À vérifier ce que je dis, mais il semblerait qu'il n'y ait plus de besoin pour qualifier pour le DMP à vérifier, mais il semblerait qu'on puisse le faire pour le résident. Qu'il ne puisse pas nous dire bah oui, je peux, je veux, je comprends pas ce que vous me dites, avec son accord, et sans son accord, on pourrait ouvrir ce DMP en fait. Mais à contrôler. On est toujours sur la Contrôler. notion de délégation d'un aidant sur, sur ce qu'il est en capacité à faire ou non. Donc, on tourne sur ce même sujet. Après, il y a les protections. On va rentrer sur la notion de tutelle et de curatelle. Protection, en l'occurrence, concernant la tutelle, c'est la protection de la personne, des actes qu'il n'est plus en capacité de faire et que la tutelle prend en relais. Donc là, dans le cas de la tutelle, si c'est le cas, c'est eux qui prendront la décision de pouvoir activer ou non. Et ça, on a eu des retours d'expérience d'EHPAD où les tutelles, ne connaissant pas forcément mon espace santé, s'opposaient par défaut, par principe de précaution. Et une fois qu'elles comprenaient le sens de mon espace santé, revenaient sur ces décisions-là et permettaient l'activation de mon espace santé. Donc il y a vraiment, on va dire, le volet, l'aspect réglementaire où la tutelle est une personne qui est clairement identifiée pour protéger, on va dire, la personne. Et puis, s'il n'y a pas de tutelle et qu'on est au niveau d'un aidant et d'une famille, c'est que, voilà, c'est quel rôle l'aidant a dans ce contexte-là. Moi, je n'ai pas accès aux questions-réponses, Nelsa, je les vois plus affichées. Non, mais il n'y a pas de souci, c'est pour ça que je prends le relais, t'inquiète. Alors, c'est plutôt des remarques. Il y a forcément beaucoup de questions par rapport à cet aidant, puisqu'en fait, une remarque, c'était donc pour être sûr de comprendre, certaines familles se connectent à la place d'eux et la personne qui se connecte n'est pas identifiée. Là, c'est les sujets aussi qui sont de fracture numérique, donc des gens qui sont éloignés du numérique. Donc souvent, ce sont les proches, donc proches aidants, qui font le nécessaire, mais ça, c'est valable aussi, pas que pour le périmètre santé, je tiens à le préciser, parce que souvent, il faut avoir une adresse mail. Donc voilà, souvent les enfants créent cette adresse mail pour pouvoir justement faire les démarches administratives. Donc là, on est dans un sujet un peu sensible puisque c'est de la donnée de santé. Et pas que, puisqu'on parle le médico-social. Une autre remarque, et là, je maîtrise un peu moins bien, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris le cas d'usage, car pour moi, l'alimentation avec le DLU est déjà une obligation depuis 1 an ou 2. Je ne sais pas si vous pouvez préciser de votre côté sur cette obligation d'alimentation du DLU. En fait, oui, la personne a raison. En fait, mais nous, on réfléchissait à la pertinence. En fait, on a mis sur la table, dans le chapeau, plusieurs usages. En fait, mais celui-là nous paraissait le plus pertinent. En fait, pour l'expérimentation de mon espace santé. En fait. Donc après, oui, nourrir, il faut toujours qu'il soit nourri. En fait, il faut toujours le mettre en veille, le mettre à jour. On est raccord là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais dans mon espace santé, en échangeant avec l'assurance maladie, on a posé la question. L'alimentation de mon espace santé est en lien avec les problèmes de santé, en fait. Sauf que on a eu confirmation que un EHPAD peut nourrir mon espace santé d'un de nos résidents, en fait.
Et donc, les éléments qui figurent dans le DLU pourraient être intégrés par nous dans le Mon Espace Santé, en fait. Puisque le constat qu'on fait, c'est qu'on a des laboratoires médicaux, biologiques, en fait, qui n'ont pas encore de lien avec Mon Espace Santé, en fait. Donc, c'est assez... des familles nous disaient, bah oui, j'ai fait une prise de sang hier et j'ai pas eu les résultats sur Mon Espace Santé. Ben non, il faut patienter puisque les démarches sont en cours pour que certains groupes de labos se connectent à Mon Espace Santé pour récupérer les résultats du bilan sanguin. Sauf que si le labo ne le met pas et que vous les avez, vous pouvez les mettre à disposition de votre espace santé, en fait. Donc, et donc, c'est ce schéma-là qu'on va développer, en fait. Ce qui n'est pas sur Mon Espace Santé du résident et qu'on l'a sur le DLU, on le mettra à disposition de Mon Espace Santé du résident, en fait. Merci. Alors là, c'est plutôt pareil, toujours une Je pense remarque. que je me permets, dans le DLU, oui, ce qu'il peut y avoir aussi comme réflexion à apporter, c'est que le DLU peut être, donc dossier de liaison d'urgence, peut alimenter Mon Espace Santé de manière manuelle, automatisée. Il y a des ESMS qui se posent la question, effectivement, de se dire, voilà, je n'ai peut-être pas forcément envie que toutes les données que je ferai monter pour tel résident dans mon DLU alimentent Mon Espace Santé. Donc, il y a des rétropédalages sur certains ESMS, à se dire, voilà, l'automatiser, c'est bien. Ça permet, c'est moins chronophage et ça optimise les actions des professionnels. Néanmoins, il peut y avoir par moment des données qui ne doivent pas figurer, des observations, si elles remontent par défaut dans le choix de paramétrage du DLU, qui n'ont pas forcément vocation à être partagées avec l'usager ou d'autres professionnels extérieurs à la structure et uniquement avec les professionnels internes à la structure. Donc, il y a ce choix dans le cadre de l'expérimentation, de dire, voilà, est-ce que j'alimente en automatisé, en manuel, le dossier de liaison d'urgence ou pas? C'est le débat qu'on aura demain. C'est le débat qu'on aura demain. Jusqu'où on va. Jusqu'où on va, en effet. Vous avez raison. Et après, concernant l'alimentation, elle concerne, à mon sens, c'est l'article L111-15 qui concerne, à ma connaissance, les professionnels de santé, effectivement, donc qui doivent alimenter. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, je le rappelle, il y a une liste et cette liste n'est pas exhaustive. C'est le minimum qui est attendu, sachant que tout document qui est pertinent dans le cadre de la prise en charge, donc au sens large, hein, aussi bien pour le sanitaire que pour le médico-social, s'il y a quelque chose qui est pertinent dans le cadre de la prise en charge, il y a intérêt à l'alimenter sur Mon Espace Santé. Donc ça, c'est des travaux de votre côté à amener de réflexion pour savoir quels sont les documents intéressants à mettre ou pas dans Mon Espace Santé. On prend peut-être une dernière remarque et puis on avance. Hormis s'il y en a encore beaucoup. Il y a beaucoup de réactions. Donc, une réaction qui est de dire si c'est dans le DMP, c'est forcément dans Mon Espace Santé. Oui, puisque Mon Espace Santé repose sur la brique du DMP. Donc, voilà. Pour moi aussi, si DMP, alors dans Mon Espace Santé, sauf si le pro décide de ne pas pousser. Mais dans tous les cas, c'est le même flux. Donc, oui, il y a une notion de flux. Donc là, c'est ce que évoquait Anne Dazineras, justement, en disant en automatique ou pas. Et du coup, il y a aussi une autre remarque, et je pense que c'est important de le clarifier. Il ne faut pas confondre la création de Mon Espace Santé avec l'activation. Pour rappel, la création est faite de manière automatique avec les données qui sont disponibles du côté de l'assurance maladie. Donc ça, c'est aux créations automatiques. Mais cet espace n'est activé que si le patient fait la démarche. D'ailleurs, il peut s'y opposer et ainsi fermer son espace. Mais il y a bien cette notion d'activation. Et d'ailleurs, c'est toute la démarche qu'on est en train de faire aussi côté DNS, ANS et avec le réseau de l'assurance maladie pour justement promouvoir les usages de Mon Espace Santé, pour inciter tout le monde à activer son espace si ce n'est pas déjà le cas. Et puis voilà, c'est un peu les remarques, les dernières remarques. Donc je te laisse, Anne, conclure. Oui, donc du coup, ça rejoint ce que tu partages, créer, activer, c'est les chiffres qui ont été partagés en préambule du dit tout, hein. Sachant que quand un espace santé est donc créé automatiquement, mais pas activé, les professionnels peuvent l'alimenter. Les documents sont bien évidemment pas visibles parce qu'il n'est pas activé, mais à partir du moment où l'espace santé sera actif, les documents qui ont été alimentés dans ce laps de temps seront du coup
visible. Donc, on va dire quelque part, il n'y a pas de perte de temps s'il y a de chance d'historisation des documents à part le temps que la personne décide de l'activer. Donc, merci, monsieur Laurent, pour ce témoignage. Je vous propose qu'on a déjà passé l'heure. Donc, peut-être à marche forcée, sinon on le reprendra lors du prochain Dites-nous tout. Vous partagez rapidement vous avez partagé, monsieur Laurent, effectivement, des leviers de communication et de sensibilisation. On sent que c'est vraiment le point d'achoppement, quel que soit le secteur, le domaine d'activité. Effectivement, l'un des vecteurs d'information, de sensibilisation est le livret d'accueil. Donc là, les exemples qui sont partagés, c'est un livret d'accueil au niveau d'un établissement de santé, mais on peut tout à fait le transposer à celui utilisé en ESMS ou lors d'un parcours grossesse enfant. Donc là, c'est le cas d'une clinique qui a donc intégré une information, un petit paragraphe sur mon espace santé dans une rubrique qui s'appelle Mes droits et mes devoirs du livret d'accueil. Donc à chacun de voir à quel endroit il souhaiterait intégrer cette information-là. Mais effectivement, c'est une manière, on va dire, générique de pouvoir informer d'emblée quand on prend en charge, quand on accompagne un usager ou un patient, de pouvoir lui partager cette information sur mon espace santé. Et dans le cas du livret parcours grossesse-enfant, c'est pareil, c'est comment pouvoir activer le profil de l'espace santé de mon enfant, comment le partager avec l'autre parent. Donc ça, c'est un peu plus spécifique sur le parcours grossesse et enfant, mais néanmoins, voilà, ce sont des exemples qui peuvent illustrer la manière d'avancer sur ce sujet-là. Ensuite, on avait un autre point, donc justement sur quels documents on peut intégrer ou quelles notions, on va dire, quel paragraphe de documents qui vous sont partagés au niveau national qui peuvent inspirer on va dire, la mise à jour de ce livret d'accueil. Donc, on a identifié ces différents documents, hein, que ce soit le dépliant FALC, donc facile à lire, à comprendre, si effectivement le livret d'accueil est à vocation pour des personnes en situation de handicap, par exemple, les questions génériques que l'on peut trouver et les réponses apportées dans le document des questions de patients sur mon espace santé, et la fiche. Alors, la fiche sera peut-être plus difficile à intégrer dans le livret d'accueil, mais en termes d'icônes, voilà, c'est aussi un document qu'on voulait vous remettre en visibilité. Et pour terminer, vous nous aviez partagé quelques questions. Donc ça, c'est une manière de vous rappeler qu'il y a un formulaire que vous pouvez nous remonter entre deux Dites-nous tout avec les questions que vous souhaitez nous partager. Et c'est l'occasion lors du Dites-nous tout de vous apporter des éléments de réponse. Donc rapidement, il y a, de toute façon, vous aurez le support. La première question, c'était comment gérer les résultats de biologie ou d'imagerie envoyés sur des dossiers de mineurs alors que le mineur ne souhaite pas que ses parents aient accès à son dossier et soient mis au courant. Eh bien, le patient mineur peut demander au professionnel de santé à ce que ses représentants légaux n'aient pas accès à un document dans son profil Mon Espace Santé. Et c'est au professionnel concerné que revient in fine la décision, en concertation bien entendu avec le mineur, de déposer des informations avec donc ce mode spécifique qui fera en sorte que le document ne soit pas visible pour les représentants légaux. La deuxième question, alors on n'était pas forcément sûr de la formulation, mais on tentera de répondre avec notre compréhension de la question. Si un document est alimenté par le SMS avec l'option « Ne pas afficher aux autres professionnels », mais cela pourrait être le fait de ne pas afficher également aux représentants légaux, est-ce que l'usager peut modifier ce paramètre dans mon espace santé et mettre à la vue de tous les professionnels le document? Effectivement, le masquage d'un document peut être réalisé par le patient directement, ou il peut être demandé au PS ou se faire de manière automatisée. Et peut-être ce qu'on peut dire en synthèse sur ça, c'est qu'effectivement, lorsque c'est pour le masquage d'un document pour un professionnel de santé, l'usager ou le représentant légal peut modifier ce masquage. Mais par contre, si c'est le cas d'un document qui doit être invisible à un représentant légal, là, l'usager ou le représentant légal ne pourra pas modifier cette action du professionnel de santé. Donc, ça rejoint la première question pour le patient mineur qui ne souhaite pas que des documents soient visibles. Et bien, effectivement, si le professionnel de santé, avec ce mode spécifique, ne rend pas visible le document, l'usager ou le représentant légal ne pourra pas modifier cette action-là pour de visibilité. Par contre, il pourra modifier l'action de masquage suivant le professionnel de santé auquel il veut rendre affichable ou pas le document.
La troisième question, c'est si un professionnel équipé de la messagerie sécurisée de santé souhaite envoyer un message dans la messagerie citoyenne d'une personne accompagnée, y a-t-il besoin d'une information préalable ou est-ce que cela s'apparente à l'utilisation d'un outil type messagerie Outlook et donc pas besoin de l'informer? Effectivement, il n'y a pas besoin d'information préalable à l'envoi d'un message via la messagerie citoyenne à l'usager. En revanche, effectivement, on vient de le partager pour que l'usager puisse voir le message envoyé dans son espace santé, il faut qu'il ait activé son espace santé. Et dernière question, est-ce qu'un mineur autonomisé qui n'a donc pas accès à son espace santé a tout de même un DMP qui permet une coordination pour son compte par les professionnels ou non? Eh bien, les mineurs autonomisés ne sont pas concernés à date par mon espace santé, ils n'ont donc pas de DMP. Voilà pour les éléments de réponse aux questions que vous aviez pu nous poser. Écoutez, je ne sais pas s'il y avait d'autres questions dans le chat avant de clôturer. Elsa, je te laisse, parce que je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas accès. C'est bizarre, j'ai accès au début, mais là, je suis punie, je ne les vois plus. Non, il n'y a pas d'autres questions. C'est Parfait. vraiment essentiellement des remerciements pour la présentation et pour les témoignages. Et Oui. si en cours de route, parce que je sais qu'il y en a beaucoup de côté médico-social qui se joignent un peu plus tard, notamment à partir de 14h30. 14h. 14h, voilà, pour faire la dernière séquence. Je rappelle que lors du prochain Dites-nous tout, sur la partie générale, on va évoquer le sujet de la nouvelle fonctionnalité de l'agenda qui est disponible depuis quelques temps. Donc, n'hésitez pas à venir justement à la séquence un peu plus tôt pour justement découvrir cette fonctionnalité et vous dire un peu plus de visibilité sur cette fonctionnalité avec tous les rappels qui seront intégrés et présentés normalement par l'assurance maladie. Voilà, merci encore à tous. Merci.